Bonjour mon ange, c'est Mani. J'espère que tu vas bien. Bon, je t'appelais pour prendre de tes nouvelles. Écoute, ici tout va bien. C'est pas facile tous les jours, mais on fait aller. On pense fort à toi avec papy et on espère te voir bientôt. Gros bisous. Je sais, tu connais cette scène, tout le monde la connaît. Cette petite culpabilité qui monte, cette idée qu'on va rappeler, et en fait, on rappellera pas. Pourquoi on fait ça? Surtout à eux, ceux qui nous ont vus grandir, qui nous ont parfois nourris, élevés, gardés les mercredis après-midi, qui se souviennent d'une époque où on n'était personne, et qui représentent une partie importante de notre histoire, de notre héritage. Il y a un écrivain malien qui a dit une phrase devant l'UNESCO en 1960, une phrase qui dit tout. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ces gens-là se souviennent de nous avant nos premiers souvenirs. Ils connaissent nos parents mieux que nous. Ils représentent la mémoire de notre famille et de nos ancêtres. Et pourtant, aujourd'hui, on répond pas toujours au téléphone. On écoute leurs messages en bossant, on les voit 2 ou 3 fois par an et on se dit qu'on rappellera demain. Mais comment on en est arrivé là? Pourquoi on laisse nos aînés de côté? Cette question, elle me gratte depuis un petit moment. Alors, j'ai fait comme à chaque fois que j'ai ce genre de questions. J'ai cherché et j'avais envie de vous partager mes trouvailles. T'es prêt? Ça va barder. Bon. Premier truc que j'ai trouvé dans mes recherches, ce qui n'est pas nouveau, c'est qu'on a des grands-parents. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'on les a très longtemps. Et ça change tout. Il y a un siècle, en France, on vivait environ jusqu'à 45 ans. Et aujourd'hui, c'est plutôt 83. En gros, le pays actuellement, il compte 30 000 centenaires. C'est 30 fois plus qu'il y a 50 ans. Avant le XXe siècle, on passait quasi pas de temps à être vieux. La vieillesse longue, lente, étalée sur 20 à 30 ans, ça, c'est un truc nouveau. Et du coup, ça veut dire un truc que j'avais jamais compris et imaginé avant de faire ces recherches. Notre génération, c'est sûrement la première de toute l'histoire de l'humanité à avoir ses grands-parents jusqu'à 30 ans. Aucune génération avant nous, pas nos parents quand ils étaient jeunes, pas nos grands-parents quand ils étaient jeunes, personne. Au début du XXe siècle, avoir ses grands-parents après 10 ans, c'était quand même assez rare. Et en fait, on les connaissait à travers les histoires et les anecdotes que racontaient nos parents. Aujourd'hui, tes grands-parents, ils ont vu ton premier jour à l'école, ton premier amour, ton premier boulot, ta première crise existentielle à 26 ans. Et ils seront peut-être encore là pour ton mariage. Concrètement, ça fait 30 ans de vie partagée. Et c'est pas tout. À mesure qu'on vit plus longtemps, en fait, on fait des enfants plus tard. Avant, on les faisait à 20 ans, maintenant, on les fait à 30 ans. Et du coup, ce que ça implique, c'est que, en fait, on peut avoir une différence d'âge beaucoup plus élevée avec nos grands-parents. Il peut y avoir entre 50 et 60 ans d'écart. Et 50 ans d'écart, c'est pas juste un chiffre. Tes grands-parents, ils ont connu un monde sans portable, sans internet, sans congés payés, sans avion accessible, sans Netflix, sans les applis de rencontre, sans le télétravail. Toi, t'as grandi avec tout ça. Et t'as eu un téléphone à 12 ans. En vrai, vous habitez pas le même siècle. Et le truc qui est ouf, c'est qu'on doit cohabiter avec eux, avec ce fossé pendant 30 ans. Personne nous a dit comment faire et il n'y a pas de mode d'emploi. Bref, c'est là que tout commence. Cette nouveauté historique, ce fossé culturel qu'on doit gérer dans la durée, en fait, c'est ce qui crée tout ce qu'on vit aujourd'hui. La culpabilité, la distance, le silence. Bon, à qui la faute alors? On les aime, ok. Le problème, c'est pas l'amour. Le problème, il est ailleurs. Et accroche-toi parce que dans mes recherches, je suis tombé sur des trucs pas hyper agréables à entendre. Et notamment 2 raisons qui sont un peu chiantes parce qu'elles disent pas forcément du bien de nous. Mais bon, c'est le but de la vidéo, alors on y va. La première raison, ça s'appelle l'effet miroir. Ça peut te paraître un peu abstrait dit comme ça, mais je vais t'expliquer. Quand tu regardes ton grand-père qui galère à lever sa fourchette au dîner, en fait, tu vois pas juste ton grand-père. Tu vois ton propre futur dans 50 ans. Tu vois la lenteur, la dépendance, l'oubli, la faim. Et ça, c'est insupportable pour ton cerveau. Il y a un psychologue américain, Ernest Becker, qui a passé toute sa vie sur ce truc. Son livre s'appelle The Denial of Death, le déni de la mort. Sa thèse, c'est qu'on agit comme si la mort n'existait pas. Parce que la regarder en face, c'est juste trop pour le cerveau humain. Et du coup, on évite tout ce qui nous y ramène. Et notre génération, on a poussé ça à l'extrême. Et on a fait du culte de la jeunesse, de la performance, de la santé, une religion à plein temps. Et du coup, voir nos aînés décliner, c'est voir tout ce qu'on a construit notre vie à fuir. En vrai, c'est pas qu'on les aime pas, c'est que l'image que ça nous renvoie, ça nous fait mal. La deuxième raison, c'est qu'on a hérité d'une idée qui change tout. Tu vois, depuis 300 ans, la pensée occidentale a fabriqué un concept qu'on porte aujourd'hui sans s'en rendre compte. Le concept d'individu autonome. L'idée que chaque personne est libre, indépendante, pas redevable à quiconque. Et attention, c'est pas mauvais en soi, c'est même une idée hyper puissante. Sans ça, on aurait moins de liberté, moins de droits, moins de choix. Notre existence de jeune adulte actuellement, où on fait un peu plus ce qu'on veut, c'est grâce à ça aussi. On est libre, autonome et c'est nous qui décidons de nos liens. Regarde un exemple concret. En France, dans le Code civil, il y a un article. L'article 205, écrit en 1803, qui dit « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère. » Doivent, au sens juridique du terme, comme une dette. Mais en 2024, la loi française Bien vieillir a allégé ce devoir. Concrètement,
Quand un grand-parent demande une aide sociale pour payer sa maison de retraite, ses petits-enfants n'ont plus à mettre la main en porte-monnaie. C'est un détail technique, mais c'est un symbole énorme. L'État français a inscrit dans sa loi que la dette familiale s'allège. C'est pas un jugement, c'est un constat. La société française a décidé collectivement d'aller dans la même direction. Et c'est cohérent avec ses 300 ans de pensée occidentale. Du coup, quand tu te sens obligé d'aller voir tes grands-parents, il y a une partie de toi qui résiste. Pas parce que t'es méchant, mais parce que tu as été élevé dans une culture où le mot obligation sonne presque comme un gros mot. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est partout comme ça. Et ben en fait, non. Et c'est là que ça devient intéressant. À l'autre bout de la planète, en Chine, il y a une vertu confucéenne qui structure la société depuis plus de 2000 ans. Elle s'appelle la piété filiale. En chinois, ça se dit xiao. Et l'idée centrale, c'est que prendre soin de ses parents et de ses aînés, c'est la première des vertus humaines. Il y a un texte confucéen classique là-dessus, écrit par des disciples de Confucius, quelque part entre 400 et 200 ans avant Jésus-Christ. On parle d'un texte vieux de plus de 2000 ans, qui sert toujours de base morale dans une grande partie de l'Asie aujourd'hui. Et c'est pas juste de la philo théorique. Par exemple, en 2023, la Chine a inscrit dans sa loi l'obligation pour les enfants de visiter régulièrement leurs parents âgés. Le premier jugement, dans la ville de Wuxi, a condamné une fille à rendre visite à sa mère, au moins une fois tous les 2 mois, plus 2 passages obligatoires pendant les fêtes nationales. Voilà. Donc en fait, quand la France légiférait en 2024 pour réduire l'obligation alimentaire des petits-enfants envers les grands-parents, la Chine, elle allait vraiment dans une autre direction. Et c'est pas pour montrer qu'une société est meilleure que l'autre, c'est juste pour expliquer que cette idée avec laquelle on grandit de l'individu autonome qui ne doit rien à personne, en fait, on a grandi avec, on a hérité de cette idée et que partout dans le monde, les gens ne fonctionnent pas forcément comme ça. C'est très occidental et très récent à l'histoire de l'échelle humaine. Bref, en gros, ces deux notions, le miroir et la dette héritée, elles bossent ensemble sans qu'on s'en rende compte. Le miroir nous dit instinctivement de pas y aller et la dette, elle nous dit qu'on n'est pas obligé d'y aller non plus. Mais il y a un truc qu'on oublie tout le temps quand on parle de cette histoire d'éloignement. On pense que c'est que notre génération les responsables, que c'est que de notre fait, de notre responsabilité. Mais en fait, c'est pas si simple. Parce qu'en vrai, on n'est pas les seuls à s'éloigner. Eux aussi, ils s'éloignent. Et en fait, c'est toujours pas par un manque d'amour, c'est parce que le monde il change tellement vite que ça leur échappe. Notre génération, elle a connu plus de transformations en 20 ans que les 3 précédentes. Le numérique, le télétravail, Tinder, les boulots qui n'existaient pas, les façons d'aimer, de rompre, d'habiter, de bosser, de gagner sa vie, l'IA, tout a bougé et si vite. Et eux, ils essayent de suivre. Certains grands-parents, ils se mettent à WhatsApp à 78 ans pour communiquer avec leurs petits-enfants. D'autres, ils se mettent sur TikTok, Instagram. Dites-vous, dans notre génération, il y a déjà des écarts immenses. Alors imaginez avec 2 générations d'écart. Donc ils essayent de rester connectés, mais parfois c'est trop et ils finissent par lâcher. Et du coup, ils reviennent à ce qu'ils connaissaient avant. On se retrouve à parler à des gens qui savent plus exactement ce qu'on fait dans la vie. Ils savent pas qu'on a changé de job. Ou même parfois qui nous demandent comment ça se passe nos études, alors qu'en fait, ça fait plusieurs années déjà qu'on a terminé. Et on n'a pas toujours le temps ou l'énergie de réexpliquer. Du coup, on dit oui, ça va et on passe à autre chose. Ce qui fait que le silence qui s'installe entre nous et nos aînés, c'est pas un silence d'absence, c'est plutôt un silence d'incompréhension. On vit plus à la même époque. Bon. Mais il y a un truc qui se passe en parallèle et qui est encore plus fou. Ce silence entre nous et nos aînés, il n'a pas toujours existé. Avant, on parlait à nos grands-parents, on les écoutait, on apprenait d'eux. Et cette transformation, elle date de pas si longtemps. En gros, en 2 générations, tout a changé. En France, il y a 70 ans, le rapport aux anciens, c'était quasi un autre monde. Et il y a 3 choses qui ont effacé ce monde. Le premier, c'est que l'expérience a perdu de sa valeur. En gros, à l'époque, en fait, nos grands-parents, c'était eux qui connaissaient les choses, qui savaient, c'était eux qu'on questionnait. Quand on avait une problématique, on voulait savoir quelque chose, apprendre quelque chose. Comment réparer un toit, comment élever ses enfants, comment tenir un foyer, comment cuisiner. Et tout ce savoir, on le trouvait que chez eux. Du coup, on allait aussi les voir parce qu'on avait besoin d'eux. Aujourd'hui, on demande à Google, on regarde un tuto YouTube, on demande à ChatGPT. Et le pire, c'est qu'ils ont vécu dans un monde tellement différent du nôtre que même leurs conseils de vie, en soi, on les trouve souvent déconnectés. Du coup, l'autorité naturelle des anciens, elle s'est effondrée, parce que le monde a changé tellement vite que leur expérience a perdu sa valeur d'usage. Fait numéro 2, la famille est devenue horizontale. Avant, il y avait un chef de famille, des matriarches, des patriarches. Ton grand-père, c'était la voix qui tranchait à la fin du repas. Quand il parlait, on se taisait. Quand il décidait, on suivait. C'était peut-être injuste, peut-être autoritaire, mais ça avait une conséquence. L'ancien avait une place sacrée dans la famille. Aujourd'hui, c'est l'inverse total. La famille s'est démocratisée. Tout le monde a son mot à dire. Ton grand-père peut avoir un avis, ta cousine de 17 ans aussi, ton beau-frère aussi. C'est sûrement plus juste, mais du coup, comme il a la même voix que tous les autres, il a plus de place spéciale. Et la troisième chose qui est hyper intéressante, c'est qu'on a quitté le village. Il y a 70 ans, en France, on naissait, on grandissait, on bossait, et souvent on mourait dans le même village, ou le même quartier.
Au pire, la même ville. Ta grand-mère, elle habitait à 200 mètres de toi. Tu la voyais le dimanche, mais aussi le mercredi après-midi, quand tu lui amenais le pain, quand t'allais boire un coup chez elle, juste comme ça. Aujourd'hui, t'es parti faire des études dans une grande ville à 600 bornes. T'as fait un stage à Berlin. T'as trouvé un job qui te demande de déménager tous les 2 ans. Tes grands-parents, eux, ils sont restés dans leur village. Toi, t'as bougé. Beaucoup. Et voir tes grands-parents, c'est plus naturel. C'est devenu un projet, un trajet de 4 heures de train, un week-end de prévu 2 mois à l'avance. Et du coup, ce qui faisait que la proximité, elle était simple, la proximité physique, bah en fait, ça n'existe plus. Et attention, la mobilité, c'est pas mal en soi, c'est pas un défaut. Mais dans notre cas, ça a un coût caché, un lien qui se distend doucement par la distance. Mais si on revient à la question du début, est-ce qu'on abandonne nos vieux? En vrai, non. Ce qu'on fait, c'est qu'on traverse ensemble, sans manuel, une chose que personne n'a jamais traversée. 30 ans de vie partagée avec des gens dont le monde s'éloigne lentement d'une autre. Aucune génération avant nous n'a eu ça. On prend ça pour de l'abandon parce qu'on n'a pas d'autres mots, mais c'est juste qu'on apprend. À 25, 27, 30 ans, c'est précisément le moment où on commence à les voir. Pas comme grand-père ou grand-mère, mais comme des personnes, avec une vie qu'on ne connaît pas vraiment, des amours qu'on imagine mal, des peurs qu'ils nous ont jamais racontées. C'est l'âge où on se rend compte que eux aussi ils ont été jeunes, qu'ils ont menti à leurs propres parents, qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils ont aimé, fait la fête, été insouciants. Et c'est ça qui fait mal, c'est qu'on apprend à les voir vraiment au moment exact où eux commencent à s'éloigner petit à petit. Annie Ernaux a écrit en parlant de sa mère qui venait de mourir: « J'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issu, le monde dont on est issu. » Voilà ce que nos aînés portent et nous tendent en silence, jusqu'au bout. Pas une dette, pas un devoir, le souvenir d'un monde dans lequel on n'a pas vécu, mais qui nous a fait, qui nous a façonnés, et qui mourra probablement avec eux. On hérite sans savoir et on garde sans choisir une chanson qu'on connaît mal, une recette qu'on n'a jamais notée, une expression qu'on dit sans savoir d'où elle vient. Tout ça, c'est un peu de eux. Et un jour, ce sera nous, dans 30, 40, 50 ans. On aura nos petits-enfants en face. Ils nous regarderont en se demandant pourquoi on raconte encore nos histoires qui datent de 2025-2026. Ils ne sauront plus très bien ce qu'on a fait de notre vie. Ils diront oui mamie, oui papy, en pensant à autre chose. Et sûrement que eux culpabiliseront aussi de ne pas nous appeler assez. Et on hochera la tête, parce qu'on saura. On saura qu'on a été les premiers à galérer et on aura compris, à notre tour, qu'être aimé de loin, c'est pas être abandonné. C'est juste être aimé par quelqu'un qui apprend à vivre. Salut mamie, c'est moi, je viens d'écouter ton message, je suis désolé, je pouvais pas répondre. J'ai beaucoup de travail en ce moment, mais je pense fort aussi à vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Bisous.